Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux. Alors pour cette première table ronde dédiée aux institutions libérales, nous allons devoir faire face à quelques contraintes techniques indépendantes de notre volonté, pour lesquelles vous ne nous en aurez pas trop, j'espère. Nous avons donc trois invités qui ont été conviés, qui nous font l'honneur de venir, mais deux seulement sous leur forme réelle, si je peux dire, parce que Marion Sigaud, donc, qui est historienne, a été bloquée par des intempéries chez elle et ne pourra intervenir donc que par le biais de la vidéo. Sachant qu'on ne pourra malheureusement pas lui poser de questions, elle nous parlera simplement, on ne pourra pas lui répondre. Et Jean-Frédéric Poisson, député PCD et président du même parti, devrait nous rejoindre d'ici 5-10 minutes, si Dieu veut, j'espère. Il est là ? Bon, alors il va arriver. Donc je vous présente déjà pour cette table ronde Charles Robin, jeune et brillant essayiste, auteur notamment de La gauche du capital, aux éditions Crisis. Voilà, donc Jean-Frédéric Poisson, comme je le disais, qui est député PCD, et lui, philosophe de formation, et auteur notamment de La dignité humaine et de Bioéthique, l'homme contre l'homme, point d'interrogation. On va, pour que ce soit plus simple, on va commencer directement cette table ronde par l'intervention de Marion Sigaud, qui va se faire par vidéo, si elle est disponible. J'espère que nos amis de la technique l'ont eu au téléphone. Donc vous allez pouvoir l'entendre parler, enfin, la voir parler sur l'écran qui va s'afficher là. Bien. Alors excusez-moi pour mon absence, je suis partie ce matin de chez moi et j'ai compris que si je devais rouler à 25 à l'heure avec des roues qui patinaient et qui allaient bientôt me remettre en arrière, mon cadavre que vous auriez eu, donc j'ai préféré faire demi-tour. Je regrette beaucoup, j'aurais beaucoup aimé vous voir, d'autant que le sujet de votre table ronde, le libéralisme contre les libertés, c'est vraiment au cœur de ma recherche et de ce qui me passionne dans ce que je fais. Voilà. Je voulais vous dire que ce que j'ai découvert, et je ne le savais pas du tout, c'est que ce sont les Lumières qui ont introduit le libéralisme dans sa forme la plus barbare, la plus inhumaine, et celle dont nous voyons aujourd'hui le résultat. À quel moment le libéralisme et comment a-t-il été introduit dans le royaume de France? Le libéralisme a été introduit dans l'entourage du roi par une femme de piètre moralité qui s'appelait Madame de Pompadour, laquelle avait été mise dans la couche du roi par les frères Paris, qui étaient d'anciens aubergistes devenus fournisseurs aux armées, ensuite banquiers, ensuite ministres. On prétend que l'ascenseur social ne marchait pas sous l'Ancien Régime, il a très bien fonctionné pour cela, et ils ont été jusqu'à mettre une très très jolie dame dans la couche du roi, et c'est elle qui a introduit auprès du roi les idées des encyclopédies, les idées et les théories, enfin des encyclopédies. La date clé de l'introduction du libéralisme en France, on peut dire qu'il y a une date charnière, c'est 1763. Qu'est-ce que c'est que 1763? C'est à la fois la fin catastrophique de la guerre de 7 ans. La France a perdu une guerre qui lui fait perdre ses colonies, qui lui fait perdre le pied qu'elle avait en Amérique. La 1763, c'est le triomphe de la magistrature janséniste contre les jésuites. Les jésuites vont être chassés du royaume de France, où ils peuvent y rester absolument individuels et non plus comme les jésuites. 1763, c'est également l'apparition du traité de la tolérance de Voltaire. C'est un ouvrage truffé de mensonges, de contre-vérités et de cet abominable Voltaire était capable de concocter, qui a eu pour but de culpabiliser les catholiques contre les protestants. Et le lien entre Voltaire et les banquiers protestants est absolument évident pour qui peut y regarder de près. Et le traité de la tolérance a permis de faire entrer la banque protestante dans ce monde nouvellement acquis, enfin en train d'être acquis au libéralisme. Au moment alors, également 1763, c'est la première expérience libérale de marchandisation du pain du peuple. C'est-à-dire que Louis XV, à titre d'essai, a accepté de faire confiance à un certain Laverdy, qui a mis au point un système de circulation des grains qui ne passe plus par la police du roi. C'est-à-dire que jusqu'à 1763, le rôle de la police, et nous allons parler beaucoup de police dans mon intervention, le rôle de la police jusqu'à 1763 était d'aller sur les marchés pour protéger le peuple contre les marchands. À partir de 1763 et ensuite plusieurs fois jusqu'à le basculement final, elle défendra désormais les marchands du peuple.
Voilà. 1774 est une autre. Alors, le roi a fait l'expérience et ensuite il a reculé. À sa mort, en 1774, à l'arrivée au pouvoir du jeune Louis XVI, beaucoup trop peu averti de ces choses-là, mais il a fini par comprendre, malheureusement, trop tard pour lui. L'arrivée de Louis XVI au pouvoir et également l'arrivée de Turgot, qui va immédiatement, parmi les toutes premières décisions qu'il va prendre, ça va être de rendre un nouvel édit libéral pour le commerce des grains, c'est-à-dire qu'on revient à la marchandisation du pain du peuple. Et la façon qu'a eu Turgot de comprendre le libéralisme économique, vous allez comprendre en quoi ça consiste pour le peuple. Dès le 14 mars 1775, Turgot, alerté de troubles à Caen, a demandé des punitions exemplaires et a exigé de l'intendant la confirmation que le blé qui avait été retenu par la foule sera tout de même expédié. La foule a retenu le blé et Turgot prend toutes les mesures de police pour faire en sorte qu'on reprenne le blé aux populations et qu'on le renvoie là où il était destiné. Et Turgot a écrit « Il n'y a pas lieu de tenir compte des murmures du peuple, il faut qu'il comprenne au contraire que son opposition, ses mouvements et ses violences ne serviront qu'à faire prendre les mesures les plus efficaces pour le contenir. » Voilà ce que c'est que le libéralisme de M. Turgot quand il s'agit du peuple. Il ajoute « Ce n'est pas le peuple qui doit vous conduire, c'est la loi, c'est vous qui, chargés de la police, devez régler, conduire, contenir le peuple et le plier à la soumission à la loi. » C'est ce qu'on appelle le libéralisme. Le 28 avril 1775, un édit, je ne sais pas exactement quelle était sa fonction, enfin c'est un magistrat local, nommé Bois-l'Abbé et conseiller et avocat du roi, avait conseillé, pour arrêter une émeute, il avait conseillé aux marchands de vendre le blé à 20 francs, qui était ce que demandait le peuple, en attendant que les secours en armes arrivent. C'est-à-dire qu'une fois le prix du blé lâché, la situation était telle que soit on mettait le blé à 20 francs, soit on tirait dans le tas. Et comme ce Bois-l'Abbé ne voulait pas prendre cette responsabilité, en attendant que les secours arrivent, il a convaincu un marchand de taxer le blé, c'est-à-dire de le vendre au prix que la foule demandait. Eh bien, Turgot le fera embastiller 7 semaines pour lui apprendre. Voilà. L'arsenal répressif insensé a été mis en place par Turgot contre le soulèvement populaire. Tenez-vous bien, il était contrôleur général des finances, c'est-à-dire qu'il s'occupait de l'économie et des finances du royaume. Il s'est brusquement pris sous son bonnet d'occuper un poste de Premier ministre qui donnait des ordres à la police et à l'armée. Et ça c'était, on ne connaissait pas. Le roi pouvait déléguer les pouvoirs, on puisse les prendre, mais on n'avait jamais vu un ministre prendre autant d'initiatives pour pouvoir dans ses propres mains. Et alors Turgot dit, ceux qui continueront de s'attrouper encourront la peine de mort et seront les contrevenants arrêtés et jugés sur le champ. Tous ceux qui dorénavant quitteront leur paroisse sans être munis d'une attestation de bonne vie et mœurs, signés de leur curé et du syndic de leur communauté, seront poursuivis et jugés prévotalement suivant la rigueur des ordonnances. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il s'agit ici de faire passer la liberté de circulation des grains? Pour que les grains circulent, on exige une attestation de bonne vie et mœurs pour que les paysans, eux, puissent circuler. Libre circulation de quoi? Voilà ce que c'est que le libéralisme. Et là, vraiment, le titre de votre table ronde est tout à fait approprié. D'un côté, le libéralisme, et de l'autre côté, la fin des libertés. Condorcet avait même dit « Le peuple ne sera tranquille que quand il saura qu'on a puni quelques-uns de ses brigands en attendant le mal gagne. » Alors arrêtons-nous un instant sur ce mot de brigand. Souvenez-vous que brigand, c'est le terme qu'utilisera la Convention pour qualifier les Vendéens et qui justifiera qu'on les massacre de la manière que maintenant nous sommes. La liberté, non seulement la liberté de circuler a été supprimée, mais également la liberté d'expression. Et n'allons pas imaginer qu'il n'y avait aucune liberté d'expression sous l'Ancien Régime. On le sait dans la mesure où celle-ci a été très très sévèrement réprimée. Le Parlement s'est assemblé le 4 mai 1975 pour afficher un arrêté interdisant les attroupements, mais ajoutant que le roi serait supplié de faire diminuer le prix du pain. Eh bien, Turgot a fait couvrir cette affiche par laquelle il promettait la peine de mort aux émeutiers par jugement en propriétaire. C'est-à-dire que même le Parlement de Paris ne pouvait pas prendre l'initiative de donner son opinion, à savoir qu'il allait demander au roi de faire baisser le prix du pain. Voilà.
Pendant la Révolution, qu'est-ce qu'a été le libéralisme pendant la Révolution? Il y a une chose à savoir. La Révolution, nous savons, nous connaissons la date du 14 juillet 1789, qui est effectivement le point de départ de quelque chose de complètement nouveau. Savez-vous qu'en fait, le véritable tournant, c'est le 29 août 1790, qui a voté la liberté indéfinie du commerce, c'est-à-dire du commerce des grains. Un mois à peine, un mois tout juste après le début de la Révolution, la représentation pseudo-nationale a déterminé de faire entrer dans la Constitution le libéralisme économique accent, le plus effréné, c'est-à-dire la liberté indéfinie de faire commerce du pain du peuple, parce que le grain, c'est le pain du peuple, c'est la substance du peuple. Et savez-vous que le 21 octobre, dans la foulée, la loi martiale était votée. Article 1er de la loi du 21 octobre, dans le cas où la tranquillité publique sera en péril, les officiers municipaux des seront tenus, en vertu du pouvoir qu'ils ont reçu de la commune, de déclarer que la force militaire doit être déployée à l'instant pour rétablir l'ordre public, à peine par ces officiers d'être responsables des suites de leur négligence. Et écoutez bien, j'ai appris quelque chose en découvrant cette déclaration. L'article 2 dit « Cette déclaration se fera en exposant à la principale fenêtre de la maison de ville et en portant dans toutes les rues et carrefours un drapeau rouge. » Et en fait, ça veut dire que le drapeau rouge, c'était l'appel à la loi martiale, c'était l'appel à la répression sanglante contre les émeutiers. Alors je crois comprendre que ça a été diplômé par la suite par les ouvriers qui ont été les grands perdants de cette abominable révolution. Et au signal seul du drapeau, tous les affrontements avec ou sans armes deviendront criminels et devront être dissipés par la force. Voilà ce que c'est que la grande liberté qui nous a été apportée par la Révolution dite française. Voilà. La liberté la plus fondamentale qui est revendiquée par les libéraux, ça a été la liberté du travail. Qu'est-ce que c'est que la liberté du travail? Il y a un monsieur qui s'appelait Gournay, qui est vraiment un homme des Lumières, un homme de l'encyclopédie et de tout ce groupe. Il lui voulait absolument supprimer les corporations, parce que les corporations, par le règlement extrêmement pointilleux, extrêmement contraignant, les corporations étaient ennemies de la liberté du travail. Et il disait, où l'intérêt commande, il ne faut pas de loi. Voilà. Pourquoi voulez-vous faire des lois? Pourquoi voulez-vous réglementer? Nous allons demander aux gens de respecter leurs intérêts égoïstes, et l'addition de tous les intérêts égoïstes sera le bien commun. Vous imaginez qu'il en tue. Il disait, voulez-vous que les hommes soient justes? Enfin, c'est pas lui spécialement qui le disait, hein, ce ne sont pas des citations directes de lui, mais disons de son entourage. Voulez-vous que les hommes soient justes et honnêtes? Faites des intérêts à l'être. L'intérêt particulier est le garant de l'intérêt général. Et il ne faut pas croire que dans la société d'Ancien Régime, alors là je suis revenu un peu en arrière, un peu parler de Gournay, puisque c'est l'encyclopédie, c'est-à-dire c'est le règne de Louis XV, je suis revenu un petit peu en arrière. Il y avait suffisamment de gens intelligents pour savoir ce que ce pseudo-libéralisme pouvait signifier, et je ne résiste pas au plaisir de vous faire une petite citation d'une histoire qui circulait à l'époque et qui dit « Un chien parut soudain dans le salon où le prince de Conti servait le thé. Il fit ses ordures en présence de son Altesse Sérénissime et sans aucun respect pour l'auguste compagnie. Un huissier vint le battre, le chasser à coups de baguette et « Arrêtez, lui dit le prince, liberté, liberté entière, persiflant ce mot favori des économistes, leur secte et leur système. Vous voulez la liberté, eh bien vous laisserez les chiens faire caca au milieu du salon, puisque c'est ça que vous voulez. » Je vais terminer. Les gens qui ont compris de quoi ils retournaient ont dit, notamment Séguier, le but qu'on a proposé à votre majesté est d'étendre et de multiplier le commerce en le délivrant des gênes, des entraves, des prohibitions introduites, dit-on, par le régime réglementaire. Ce sont ces gênes, ces entraves, ces prohibitions qui font la gloire, la sûreté, l'immensité du commerce de la France. Les corporations ont été interdites en 3 temps. Le premier, c'est la nuit du 4 août. Elles ont été interdites de facto à partir du moment où on a décrété l'abolition des privilèges. Les privilèges, c'était les lois privées, c'est-à-dire toutes les réglementations propres à chaque corporation. Dès l'instant où on a supprimé les privilèges, on a de facto supprimé les corporations, mais ça n'était pas suffisant. En 1791, Dallard a fait passer une loi en catimini interdisant les corporations et faisant en sorte, alors c'était l'application des principes de Rousseau, il ne fallait plus d'intermédiaire entre le peuple et le roi.
Donc les corporations ont été interdites et le troisième volet de cette interdiction, c'est-à-dire liberté, mais interdiction partout, ça sera la loi Le Chapelier qui interdit désormais toute coalition d'ouvriers. On aura désormais d'un côté des individus atomisés poursuivant chacun et chacune ses propres intérêts, et de l'autre, un État mandaté par le, entre guillemets, peuple souverain et représentant de l'intérêt général. Les corporations faisaient leur propre politique, l'honneur était le moteur de l'ordre, enfin, l'honneur était le garant de l'ordre par l'intermédiaire des corporations. Dès l'instant que les corporations ont été abolies, on a remplacé l'honneur par l'argent pour acheter la maîtrise et la police pour réprimer toute revendication. On a remplacé l'économie morale par l'économie de marché. L'ouvrier, désormais, s'inclinerait non plus devant l'autorité morale du maître, mais devant les exigences expresses de l'État et de sa police. Le monde du travail allait sombrer dans l'horreur pour plus d'un siècle. Voilà. Elle nous adressait un tableau très noir, en fait, donc de l'histoire du libéralisme. Elle est parmi nous. Néanmoins, si on se place du point de vue des défenseurs du libéralisme, notamment comme système politique et dans ses institutions, leur tendance serait de dire que c'est un système dans lequel le mode de délibération est parfaitement rationnel, parfaitement neutre et résultant de la volonté générale. Et que dans ce sens-là, on n'aurait pas trouvé de meilleur. Est-ce que, monsieur le député, c'est à vous que je pose cette question, est-ce que vous-même, vous adhérez à ce système de délibération politique, en tant qu'élu de la nation notamment, ou est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez critiquable sous certains angles? Bonjour à tous. Merci de m'accueillir cet après-midi. Je vous ai rejoint avec un petit peu de retard parce que les élus sont en ce moment, en fin de semaine notamment, d'une cérémonie de vœux à l'autre. Et pour venir du sud de l'Île-de-France, c'est la campagne, certains ici le savent bien, c'est parfois un peu long. Donc pardon de vous rejoindre en retard. Pour me mettre dans l'ambiance exceptionnellement, plutôt que de rentrer à Paris par la porte d'Auteuil cet après-midi, je suis rentré par la porte d'Orléans. C'était sans doute une manière plus rapide de vous rejoindre, même si je ne veux pas entamer ici des débats qui seraient interminables, dont j'ai été moi-même nourri il y a quelques années, et que je connais bien par ailleurs. Donc je mets ce côté-là, je mets ce point-là de côté, si vous voulez bien. Mais en tout cas, ravi d'être avec vous cet après-midi. Je nommais pas votre question, bien sûr, mais je voudrais simplement dire 2-3 choses pour m'expliquer. La première, c'est que je ne suis pas, moi, libéral. Si tant est qu'on sache précisément ce que le mot veut dire, et il faut sans doute le fractionner un peu pour voir plus clair. Je pense que le système dans lequel la liberté d'entreprendre et la responsabilité individuelle existent est vertueux. Parce qu'on n'a pas trouvé d'autre manière d'assurer la subsistance des hommes. En réalité, l'histoire, y compris récente, nous montre que, à partir du moment où, on est de manière très sèche, opposé à ce système de production, les choses se compliquent. Deuxièmement, je constate que l'installation et l'essor du libéralisme, en réalité, même si ça vous paraît paradoxal, doit beaucoup au christianisme. Au sens où l'arrivée du christianisme dans l'histoire est la marque du fait qu'une personne, même seule, peut avoir raison contre tous. C'est l'affaire du Christ. En première intention, si vous voulez vous en convaincre, je vous renvoie aux travaux de René Girard sur le sujet. On sort des régimes ou de religions, qu'elles soient monothéistes ou pas d'ailleurs, mais en général polythéistes en Moyen-Orient de l'époque, dans laquelle le caractère collectif de la religion, quand il y a un problème à traiter, vous le savez, c'est la mécanique du bouc émissaire, et le bouc émissaire ne peut par définition pas avoir raison seul contre tous, puisqu'il est le porteur de toutes les fautes de la collectivité, qui est justement là pour expliquer, donc il a tort. L'isolé, le solitaire, l'individu a tort contre la collectivité. Les Grecs voyaient la cité de la même façon. La religion chez les Grecs, le citoyen chez les Grecs, c'est celui qui parle la langue, c'est plutôt un homme qu'une femme, pardon mesdames, c'est une vérité historique, quand il n'y a pas de confusion hâtive, en tout cas pas en ce qui me concerne. Et troisièmement, c'est celui qui pratique la religion de la cité. Et les citoyens à ces 3 conditions. Là encore, c'est une forme de primauté du collectif sur la reconnaissance de l'individu ou de la personne, comme on dira dans le langage chrétien. Troisièmement, toute la force, tout le poids donné à la rationalité et à la reconnaissance de la rationalité par rapport à 2 types de considérations aboutira, alors des siècles plus tard, avec des tas de dérives, des slaloms, des soubresauts, des creux et des bosses, etc. Mais l'avènement de la rationalité
et ce que le christianisme considérait comme équilibré, mais qui sera déséquilibré en réalité par le rationalisme des XVIIe siècle et XIXe, est aussi une manière de dire que la personne individuelle a une place incomparable dans le système politique, religieux et social. Ça, c'est un apport du christianisme. Alors, on dira encore longtemps, est-ce qu'il faut regarder le monde comme Saint Jean et la relation particulière qu'il y a avec le Seigneur sur le thème, c'est l'amitié qu'il y a entre les deux, qui doit diriger l'organisation de la vie personnelle et de la vie sociale, c'est-à-dire cette intimité de personne à personne, de cœur à cœur, très là encore, très limitée, très individuelle. Ou est-ce qu'au contraire, il faut voir le monde comme Saint Paul, que certains considèrent comme le premier collectiviste de l'histoire des hommes? C'est un peu rapide, en tout cas je pense qu'il ne l'a pas écrit comme ça, mais cette célèbre phrase, il n'y a plus ni juif ni grec, vous vous souvenez, je vous laisse la suite, elle apparaît à plusieurs reprises dans ses épîtres, dit qu'au contraire, il faut regarder le genre humain comme quelque chose de collectif dans lequel la personne n'a pas finalement tout à fait sa place, peu importe. La reconnaissance de la richesse de la personne et de l'individu, c'est clairement un apport historique du christianisme dans l'histoire des hommes, ça n'est pas douteux. Et c'est sur cette base qu'en réalité, les premiers mouvements rationalistes de la Renaissance, en particulier la porte d'entrée que constitue l'œuvre de René Descartes en France, et puis partout dans le monde, ne fait d'une certaine façon que consacrer en l'amplifiant, mais consacre part de ce point de départ que c'est l'individu qui doit être considéré comme le pivot de la réflexion, qu'elle soit théorique ou pratique. Deuxième élément, nous voyons particulièrement ces jours-ci, ça a été vrai, ça ne date pas d'hier, ni de mai 2012, ni même de quelques années avant, mais qu'est-ce que la Révolution française, sinon une forme de synthèse de ce mouvement libéral dont la pensée qui est le pivot, le système pivot est clairement le travail, l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau, dans laquelle, en définitive, on voit très bien que, à la fois, l'individu qui est la référence de l'organisation sociale doit être laissé pour donner libre cours à sa liberté personnelle, pas de limite, et d'un autre côté, on voit bien que au fur et à mesure qu'on laisse les individus tout seuls, c'est-à-dire qu'on refuse de penser la société comme organique, ce que disait notre oratrice il y a un instant, l'attaque qui a été faite contre les corporations, et en général contre la vision organique de la société, y compris son lien entre le pouvoir et le reste de la société, tout ça on le balaie, et puisqu'on ne prend plus comme référence que l'individu, il faut réorganiser les rapports sociaux, parce que si vous laissez des individus juxtaposés les uns côté de l'autre, ça ne peut pas faire une société. Comment refait-on une société à partir de cet élément individuel qu'est précisément, pour la répétition, vous mettez de l'État. Et comme on dit dans les manuels d'aujourd'hui, l'expression d'ailleurs est assez récente, elle est très révélatrice, on refait du lien social. C'est intéressant cette expression, refaire du lien social. Comme si il n'y avait pas naturellement entre nous des liens qui sont bien supérieurs à toute la conscience et même à toute l'acceptation qu'on pourrait en avoir. Et il est très curieux de voir que depuis en réalité que la Révolution française a imprimé dans l'histoire cette vision très rousseauiste de la société, alors elle est plus ou moins souple en matière d'exercice de la force par l'autorité politique en fonction des temps, et en réalité on cherche après, on court après ce qui était, avant la Révolution, une société qui était organique. Elle avait beaucoup de défauts, plein de trucs qui allaient de travers, enfin, on est d'accord. En attendant, il y a deux modèles. La Révolution française, oui, est une révolution métaphysique, dirait mon ami Geneviève Lesquet, qui a écrit un livre là-dessus il y a maintenant presque 25 ans. C'est une révolution métaphysique au sens où on change vraiment de référentiel. Ce n'est plus le corps social qui devient la référence pour penser l'organisation politique, c'est le pivot individuel qui est chacune d'entre nous. Comment refait-on une société à partir d'une collection d'individus? C'est ce qu'a essayé de faire la Révolution française, qui n'y est toujours pas arrivé d'ailleurs, mais ça n'est pas très surprenant. J'ai pris ce détour pour vous répondre, mais maintenant en une phrase, mais on va sans doute avoir le temps d'échanger avec la salle. Je ne crois pas à la neutralité. Ça n'existe pas, la neutralité. Même pas celle de l'État, surtout pas d'ailleurs sans doute celle de l'État. Je ne crois pas au système parfait. Je ne crois pas à la décision rationnelle qui soit chimiquement pure. Je ne pense pas qu'on est nécessairement plus intelligent à plusieurs que tout seul, mais je ne pense pas l'inverse non plus. Tout ça pour vous dire que il est aussi compliqué dans une société, je commence à avoir un peu d'expérience d'élu local par ailleurs, il est aussi compliqué de prendre une décision
à plusieurs que tout seul, aussi compliqué de l'apprendre dans une démocratie que dans un autre régime institutionnel, et j'observe que dans sa sagesse, mon maître saint Thomas d'Aquin considérait que le meilleur équilibre possible, c'était sans doute la monarchie parlementaire, c'est-à-dire une stabilité du pouvoir exécutif qui ne dépendait pas de la volonté des hommes, mais la possibilité néanmoins, pour l'expression populaire, de trouver un système institutionnel dans lequel l'expression, la variété des passions, puisqu'il s'agit de ça aussi, pourrait trouver un réceptacle, une institution et de quoi s'exprimer. J'observe d'ailleurs que ce régime existe dans beaucoup de pays d'Europe. Ça ne fait pas d'ailleurs ces pays d'Europe plus vertueux que le nôtre, pour être clair. Et en définitive, je suis de ceux qui pensent que c'est la vertu des hommes qui fait le bien commun. En ce sens, je suis bien le fils de mon maître et du père de mon maître, puisque Aristote pensait déjà ça. C'est la vertu des hommes qui fait la qualité des institutions, et ça n'est pas l'inverse. Merci beaucoup pour ce bel exposé. On aura l'occasion d'y revenir. Notamment sur la question de la vertu, qui je pense est déterminante en l'occurrence. Mais comme, alors, on a vu que ce soit un dialogue aussi, une table ronde, Charles Robin, vous qui avez aussi travaillé sur les racines philosophiques et anthropologiques du libéralisme, est-ce que vous adhérez à ce qu'a dit monsieur le député? Est-ce que vous divergez? Est-ce que vous avez des choses à ajouter en fait là-dessus? Disons que je le rejoins jusqu'à la moitié, et puis ensuite je m'en dissocie. Je vais m'expliquer un petit peu, j'aimerais rebondir un peu sur ce qui a été dit par Marion Sigaud, parce que Marion Sigaud nous a dressé ce qu'on pourrait appeler une généalogie historique et politique du libéralisme, et j'aimerais essayer de compléter son exposé en essayant de développer un peu plus la question philosophique. Alors, excusez-moi, je suis enseignant en philosophie, et je vous rassure, je n'ai pas été formé par Bernard-Henri Lévy, donc ça devrait bien se passer. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que, effectivement, la pire erreur qu'on puisse commettre lorsqu'on parle du libéralisme, ce serait de croire que le libéralisme peut se résumer tout entier à une doctrine économique. Effectivement, le libéralisme, c'est aussi une doctrine économique, mais toute doctrine économique doit nécessairement s'appuyer dans son déploiement sur des comportements des individus qui composent une société à un moment donné. En l'occurrence, pour le libéralisme contemporain, partons de là, le comportement des individus qui est attendu, c'est celui d'une libre satisfaction du désir qui produit le modèle du consommateur libéral. Ce qui veut dire que le libéralisme ne saurait se réduire à une doctrine économique, mais doit être compris comme ce que Marcel Mauss appelait un fait social total, c'est-à-dire une vision de l'homme, une vision de la société, et même une vision du monde, en quelque sorte, ce qu'on pourrait appeler une anthropologie. La question, c'est de savoir sur quoi repose cette anthropologie. Pour ma part, j'identifie deux idées maîtresses. La première, qui a été soulevée par monsieur le député, sur laquelle je le rejoins donc, c'est le primat de l'individu et de sa liberté, fondé sur l'identification de la raison humaine comme faculté supérieure de l'être humain. Pour le dire simplement, l'être humain est porteur d'une raison à partir de laquelle il doit pouvoir être considéré comme libre. Il doit pouvoir lui-même choisir les critères, les valeurs auxquelles il accepte librement de se soumettre. C'est donc la destitution de toutes les structures et de toutes les normes symboliques supra-individuelles, c'est-à-dire qui s'imposeraient à l'individu de l'extérieur ou du dessus. Donc ça, c'est la première chose, la reconnaissance de la liberté fondamentale de l'être humain. On pourrait dire, si l'on s'arrête là, pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas? La liberté est une valeur noble qui mérite d'être défendue. La question, c'est de savoir comment on va maintenant se définir cette liberté. Or, à partir du libéralisme, qui effectivement remonte pour l'essentiel à la Révolution française, l'idée qui anime les penseurs de l'époque, c'est que l'homme n'est motivé dans ses agissements que par une chose, son intérêt. Autrement dit, on considère que l'homme est un être fondamentalement égoïste et que agir conformément à la raison, c'est agir conformément à l'obtention de son intérêt. On assiste donc à un basculement anthropologique à partir du libéralisme, c'est-à-dire qu'on considère que l'individu pense d'abord à lui avant de penser à l'autre, et qu'un comportement rationnel, c'est être égoïste, c'est penser d'abord à soi. Et qu'est-ce qu'on appelle l'intérêt? Eh bien, ça, ce sont les utilitaristes qui nous le disent. Utilitariste, principe d'utilité, l'homme ne poursuit que son intérêt c'est le plaisir.
Jeremy Bentham, donc le fondateur de la pensée utilitariste, considère que l'homme se définit par sa sensibilité. La sensibilité non pas au sens psychologique du terme, mais au sens philosophique, c'est-à-dire un être porteur de sens, et grâce à ces sens, il est en capacité de ressentir de la douleur et du plaisir. La vie bonne, selon les utilitaristes, c'est-à-dire la vie conforme au bien, mais avec un P minuscule, on pourrait dire, c'est donc une vie faite de plaisir, d'une maximisation des plaisirs de l'individu, mais aussi de la collectivité, il faut le reconnaître. Le libéralisme, on peut donc le définir comme un matérialisme intégral, puisque seul compte les... La seule chose qui compte d'un point de vue libéral, c'est le plaisir que peut engendrer l'individu par ses actions, indépendamment de toute référence à quelque chose qui serait au-delà de la sphère matérielle. Donc, les influences de l'utilitarisme dans le libéralisme, elles se trouvent là. C'est une philosophie hédoniste, une philosophie sensualiste, c'est-à-dire fondée sur la célébration des sens et des plaisirs sensuels. Et c'est là qu'on en arrive à une réduction de la liberté humaine, de la notion de liberté humaine, puisque la liberté, ça devient alors la possibilité offerte à l'individu de satisfaire tous ses désirs, et on ajoute à ça donc une vision quantitative de l'activité et de l'existence humaine, puisqu'il s'agit de maximiser ses plaisirs, donc les augmenter indéfiniment, et c'est là que se trouve le germe de la notion de croissance qu'on retrouve dans la doctrine économique libérale, c'est-à-dire une idéologie du progrès qui considère que l'on peut aller vers toujours plus d'augmentation. La bonne question, ce serait de dire, augmentation de quoi? L'augmentation n'est pas un progrès en soi, la question c'est de savoir qu'est-ce qui augmente et en quoi est-ce que cette augmentation peut être génératrice de progrès. L'idéologie du progrès, c'est l'idéologie des modernes, et c'est l'idéologie libérale par excellence. La modernité, elle s'est construite contre l'héritage des anciens, sur lesquels je vais dire quelques mots, parce que pour les anciens, c'est-à-dire pour les penseurs de l'Antiquité, l'individu existe, mais il est considéré comme une partie d'un tout. L'individu n'existe que dès lors qu'il participe à un ensemble, à une totalité. À l'époque, la totalité, c'est la totalité du cosmos, de l'univers, de la nature, quel que soit le nom qu'on lui donne. Et la vie bonne chez les stoïciens, c'est-à-dire la vie conforme au bien et qui produit du bonheur, eh bien c'est lorsque l'individu participe à l'équilibre cosmique, à l'harmonie cosmique. C'est ça le rôle de l'individu et c'est comme ça que se définit le devoir et en même temps le bonheur de l'individu. Autrement dit, pour les stoïciens et pour les anciens en général, l'homme doit se reconnaître comme la partie d'un tout et il doit y consentir, ou plus exactement, il doit mettre sa volonté en conformité avec l'ordre cosmique. C'est la phrase d'Épictète, que vous connaissez peut-être, tu ne dois pas vouloir que les choses arrivent comme tu voudrais qu'elles arrivent, mais comme elles doivent arriver. Ce qui veut dire que la liberté n'est pas incompatible avec l'idée d'un déterminisme ou l'idée d'une nécessité de l'univers. Au contraire, la liberté, c'est la capacité qu'a l'homme de mettre sa volonté en conformité avec l'ordre naturel des choses. Autrement dit, le bonheur et la liberté sont vus comme le résultat de la prise de conscience de nos limites, de notre finitude humaine, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout, on ne peut pas tout obtenir, on ne peut pas tout avoir, on ne peut pas satisfaire tous ses désirs et on ne peut pas aller à l'encontre de l'ordre naturel, quand bien même on le voudrait de toutes ses forces. On doit donc, dans cette perspective, concentrer tous ses efforts sur l'amélioration de soi, le travail sur soi, le perfectionnement de soi, et ça c'est le travail de l'esprit qui aboutit à la liberté. Donc on voit bien à travers cet exposé qu'on est aux antipodes de la vision libérale de l'individu, où la liberté devient le nom de la possibilité qu'a l'individu, la possibilité supposée telle en tout cas, de s'arracher indéfiniment à tous les déterminismes, à toutes les contraintes, à tous les obstacles, au lieu de les considérer comme autant d'occasions de se perfectionner et de s'améliorer. On pourrait dire, d'une certaine façon, que le libéralisme, ça n'engage que moi, n'admet pas la catégorie de l'être,
puisqu'il lui substitue la catégorie de l'avoir. On est dans le règne du quantitatif. On est dans le règne de l'avoir. On fait de la quantité, et on le voit d'ailleurs avec la fameuse accumulation du capital qui reprend parfaitement cette idée, la quantité devient le critère suprême de l'accomplissement humain, aussi bien dans le domaine économique, c'est-à-dire le profit matériel, que dans le domaine du droit, toujours plus de liberté individuelle, toujours plus de droits, oubliant au passage, et ça a été rappelé, que le droit est d'abord un privilège du citoyen, un privilège qui n'a de sens que parce qu'il s'accompagne d'une série de devoirs correspondants. Le droit sans le devoir n'a pas de sens. Donc que vaut la revendication libérale d'une augmentation indéfinie de la liberté avec la désobéissance accrue à tous les devoirs concevables? J'en termine. Pour finir, je dirais que le libéralisme ne peut se maintenir, ne peut fonctionner que par l'assèchement de la volonté, c'est-à-dire de ce que les anciens appelaient encore l'âme, et je pense que c'est ce qu'il est important de comprendre, à savoir l'anthropologie libérale. Qu'est-ce que l'anthropologie libérale a pour effet sur la réalité de notre existence, sur nos vies quotidiennes, et c'est d'abord en comprenant ce processus qu'on pourra réellement efficacement le combattre. Quelques mots de réaction avant d'échanger avec vous pour dire que, à mon tour, je partage. Je vais être comment dire, plus souple que vous, mon cher convive. Au moins 80% de vos exposés. C'est un peu plus que la moitié, mais c'est pas tout à fait la totalité. Je vais vous dire pourquoi. Je pense que ce que vous avez décrit comme jeunesse, je partage l'analyse historique que vous avez faite et la référence à l'utilitarisme est parfaitement pertinente. Intellectuellement, c'est plutôt chez Hobbes qu'il faut trouver la racine en réalité, avec son conception de l'homme qui est très, très, très sensualiste, comme vous l'avez dit, et très... Mais ça, c'est un débat de couloir. J'attire votre attention sur deux points. Le premier, c'est qu'il y a tout un courant philosophique libéral actuel, en particulier en Amérique du Nord, qui revient petit à petit vers les racines du droit naturel. C'est intéressant ce mouvement. Considérant qu'ils ont échoué dans la peinture de la société que vous avez faite, qui est très prioritairement quantitative et qui n'est pas tout à fait seulement, je vais essayer de vous dire pourquoi je crois ça, mais tout ça commence à revenir, et c'est d'ailleurs intéressant à surveiller, à regarder. Deuxièmement, sur le modèle d'humanité qui est propagé par le libéralisme, il est intéressant de voir qu'en 2000 ans, nous sommes passés de un modèle d'humanité qui nous était offert, qui était celui de l'homme justement endolori et offert, et de ce fait accompli, au modèle aujourd'hui qui est propagé par la société, dont les racines sont celles que vous avez décrites, qui est celui du citoyen performant, autonome, en pleine capacité, en pleine possession de ses capacités de consommation, en pleine santé, en pleine capacité d'avoir et de donner du plaisir, pardon d'évoquer cette dimension, fût-ce de manière elliptique, mais ce serait ignorer le monde moderne que de dire qu'il est sexualisé à un point qui dépasse d'ailleurs les capacités humaines à l'accepter en réalité, c'est quand même un sujet ça aussi. Tout ça va bien dans le sens de la performance, qui est la notion pivot et clé, du monde moderne, influencée par le libéralisme philosophique au sens où vous l'avez dit, et la consommation. D'accord. Et l'acmé de tout ça fait que, puisqu'aucune société ne peut vivre sans religion, eh bien le libéralisme s'est trouvé une religion qui a les capacités, effectivement, de réunir collectivement en un même lieu beaucoup de personnes, de proposer une forme de communion artificielle qui n'a pas de transcendance aussi peu que pas, de se reconnaître des idoles et des figures de proue, de proposer un modèle humain du dépassement de soi, et c'est pour ça que malgré tout il y a une forme de spiritualité, même s'il y a la limite, en libéralisme, c'est le sport. Le sport devient, dans la société contemporaine, la religion qui convient et qui est conforme à ce que le libéralisme propose comme modèle d'humanité. C'est la raison pour laquelle, regardez ce qui se passe dans les stades, regardez comment on substitue à ce qu'est l'expression normale de la religion, c'est-à-dire collective et publique, car il n'y a pas de religion qui ne soit pas collective et publique, ça n'existe pas, la religion à caractère privé. La prière privée, ça existe, oui. La religion privée, ça n'existe pas.
regardez comment on a besoin de trouver des espaces collectifs d'expression et de communion, et la seule chose qui les propose aujourd'hui, dans un monde très atomisé par la consommation et le marché, c'est la mécanique sportive. Oui, alors, finalement, je partage l'intégralité de votre point de vue, comme quoi tout est possible. Et je vais me permettre justement d'ajouter quelques mots à cela. Je suis absolument d'accord avec vous pour dire que l'idéal libéral de neutralité axiologique, c'est-à-dire l'idée finalement qu'il n'y aurait aucune norme transcendante à l'individu et que chaque individu aurait la possibilité de choisir lui-même les normes auxquelles il se soumet, on peut raisonnablement la considérer comme une utopie. Une utopie, c'est-à-dire une chimère, une illusion totale. En réalité, on voit bien que l'individu a toujours besoin de se référer à un au-delà du matériel, tout simplement parce que c'est là que réside le sens. Un corps n'a pas de sens, c'est l'esprit qui donne le sens. Et réduire l'existence humaine à une pure satisfaction corporelle, sensuelle et à la pure recherche du plaisir, c'est quelque chose qui va à l'encontre même de l'essence de l'homme. Et j'ai envie de dire qu'il n'y a même pas besoin d'être croyant pour dire ça. Même quelqu'un comme Freud avait conscience de ça. C'est-à-dire qu'il considérait que la religion, malgré ce qu'il en pensait, c'est pas le débat, l'essence de la religion se trouve dans l'esprit humain. C'est-à-dire que l'homme a besoin de ce lien à une dimension supérieure, qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle le surmoi, peu importe. Il a besoin d'un lien à l'immatériel qui va lui donner la sensation de s'accomplir. Et s'accomplir, ça ne consiste pas seulement à satisfaire ses désirs. D'ailleurs, je ferai une petite incise. Tout à l'heure, on parlait de l'utilitarisme et Jeremy Bentham. Pour montrer à quel point la philosophie utilitariste dont s'inspire le libéralisme est un matérialisme absolu, prenons par exemple la notion de dignité humaine. C'est une notion qui existe encore aujourd'hui dans le droit, malgré que le droit soit fortement imprégné de la pensée libérale. Jeremy Bentham qualifiait la notion de dignité humaine d'absurdité montée sur des échasses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour lui, c'est un concept creux, un concept purement abstrait, métaphysique. Métaphysique, ça veut dire ce que ça veut dire, au-delà du champ physique. Et pour lui, c'est donc un critère qui n'avait aucun sens, aucune validité. Donc si on accepte le matérialisme libéral, il faut donc abolir la notion de sens, il faut abolir la notion de dignité, il faut abolir la notion de lien, il faut abolir la notion de don ou de gratuité, parce que par exemple, que vaut, dans une perspective libérale, la notion de reconnaissance des enfants à l'égard de leurs parents? Rien. Il n'y a pas d'intérêt là-dedans. Donc ça n'a pas de sens. Que vaut la notion de fidélité en amour? Rien. Elle ne repose sur aucun intérêt. Donc on peut la supprimer. Vous voyez, donc on est quand même dans un stade de développement du libéralisme qui n'est pas encore totalement déroulé, qui n'est pas encore totalement accompli. Pour être un petit peu pessimiste, je veux dire par là que ça peut être encore pire qu'aujourd'hui. Mais il faut en saisir la logique pour pouvoir en anticiper les conséquences. Vous avez par exemple le débat qui est en train d'avoir lieu, qu'on nous prépare médiatiquement depuis un petit moment, sur l'euthanasie. Et vous remarquerez que le débat sur l'euthanasie est toujours abordé sous l'angle de la souffrance, c'est-à-dire là encore de la dimension sensuelle, sensible, et toujours à partir de cas particuliers, de cas isolés, individuels, pour essayer de politiser le sentiment et le particulier. Et aujourd'hui, c'est comme ça que fonctionne le libéralisme. C'est sur la mise en avant de modèles particuliers et sentimentaux pour essayer d'introduire du politique, c'est-à-dire d'introduire du sens dans une existence qui en a de moins en moins. Merci à tous les deux de ce diagnostic philosophique et anthropologique profond que vous avez posé. Et précisément, si on essaye de faire un saut vers le système politique libéral tel qu'on le subit, quels moyens a-t-on d'y résister, notamment vous-même en tant qu'élu de la nation, en tant que député, quand vous raisonnez à l'Assemblée nationale, notamment là sur cette question de la fin de vie, où on propose un droit introuvable à mon avis, qui est le droit de ne pas souffrir, c'est ce que j'ai compris. Comment est-ce que vous pouvez y résister en fait, tout en étant à l'intérieur de ce système? Est-ce que vous devez résister avec les instruments de ce système même, ou est-ce que c'est en vous inspirant d'autres traditions venues de plus loin que vous pouvez le contester? Y résister, je ne sais pas.
le sentiment que j'en ai, c'est que l'exercice d'un mandat politique repose d'abord, je parle au Parlement, repose d'abord sur l'obligation de dire ce pourquoi on est là et de dire la vérité. J'ai redit, vous évoquiez le débat sur la fin de vie, il se trouve que nous l'avions mercredi après-midi à l'Assemblée nationale. Nous avons été quelques-uns à devoir rappeler que la vie avait une valeur, qu'il s'agissait de la respecter en tant que telle, rappeler ce que vous imaginez, que je ne détaille pas, mais je peux y revenir en détail si vous voulez. Lorsque j'ai déposé il y a quelques mois un amendement qui a fait du bruit sur la question de la détresse dans la loi Veil sur l'avortement, j'ai considéré que je devais le faire parce que c'était mon devoir. Et qu'il y a dans cette manière d'envisager le début de la vie une vérité qu'il faut continuer à dire. Est-ce que ça a apporté des fruits? Je ne sais pas. La seule chose que je peux vous dire, c'est que un de mes collègues, dont évidemment je tairai le nom, est venu me voir quelques mois plus tard en me disant, tu sais, j'étais hier chez l'échographe avec mon épouse, on attend le deuxième, et quand j'ai vu la photo de la crevette là, sur l'écran, je me suis souvenu de ce que tu nous avais dit dans l'hémicycle. Ce député n'était pas d'accord avec ce que j'avais dit à l'époque. Et il m'a dit, tu vois, ça m'a fait réfléchir. Eh bien, même si l'intervention que j'ai faite ce jour-là, qui m'a valu quelques critiques un peu acides, mais si on ne veut pas être critiqué, il ne faut pas être un homme public. Ça fait partie de la règle du jeu, en quelque sorte. Même si ça n'a eu que cet effet-là, eh bien, je pense que j'ai eu raison de le faire. Qu'est-ce que ça a comme effet politique institutionnel? Mineur. Mais les systèmes autoritaires et totalitaires veillent en premier à faire taire leurs opposants. La deuxième chose qu'ils font, c'est qu'ils leur font peur. Et malheureusement, il y a une forme de tentation totalitaire dans la pratique parfois d'un certain nombre de médias. La pensée unique est une mécanique totalitaire, clairement. Et donc, il me semble que ma première responsabilité, comme représentant de la nation, donc vous tous ici, même si beaucoup d'entre vous, peut-être même pas un seul, a eu l'occasion de voter pour moi aux élections législatives de 2012, ça n'a pas d'importance. Je représente un 577e de la souveraineté nationale, si ça peut s'exprimer de manière arithmétique, de manière aussi simple. Je suis votre représentant, et je considère que je parle, et je suis au Parlement également pour parler au nom de ceux qui n'ont pas de micro, qui ne sauraient pas quoi faire, ou pas quoi dire, ou qui n'ont pas le temps, ou qui ont fait d'autres choix, etc. C'est pour ça que je suis là. Et si j'oublie ce devoir ou cette obligation, je passe à côté de ce qui fait le sens et le cœur de ma mission. Quoi que ça coûte. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire n'importe comment. Comme dit saint Paul, parler à temps et à contre-temps, ça veut pas dire à tort et à travers, une expression qui a été enseignée dans les séminaires pendant longtemps, et il faut prendre toute la mesure de ce que ça veut dire, mais le silence sur ces sujets-là, comme sur d'autres, n'est pas possible. Il est moralement indéfendable. Donc je suis d'abord là pour ça. Est-ce qu'on peut résister? Deuxième temps de réponse. Oui, dans la mesure où il y a un certain nombre de sujets sur lesquels la perpétuation de la parole, le maintien d'une parole dans l'espace public, même si c'est un signal faible, comme on dit, et même si elle n'a pas de répercussion, eh bien, ça fait partie d'une manière aussi de résister au flot un peu continu. Et j'observe que, pour fréquenter les couloirs de l'Assemblée nationale depuis une vingtaine d'années maintenant, à des titres divers, et dans l'hémicycle depuis 8 ans, j'observe que nous sommes plus nombreux aujourd'hui qu'il y a 20 ans, sur ces sujets-là, en tout cas, à être capables de venir dire que non, nous ne sommes pas d'accord avec les orientations qui méprisent la dignité humaine de la vie à son tout premier commencement comme à sa toute dernière fin. Ça fait partie des sujets qui sont clés et emblématiques. Résister, ça veut dire aussi essayer de redonner de la liberté à ce cœur de l'organisation sociale qui est l'ensemble des corps intermédiaires, puisque j'ai l'honneur de présider un parti politique qui à qui veut entendre que notre inspiration se trouve dans la doctrine sociale de l'Église, sans aucune espèce d'ambiguïté. Alors, la doctrine sociale de l'Église n'est pas un programme politique, donc c'est pas la peine d'aller chercher des propositions concrètes. C'est la foire aux propositions maintenant, débat public, on sait très bien. C'est pas ça la doctrine sociale de l'Église, c'est pour des orientations que nous essayons de traduire dans un temps donné, qui est le nôtre. Et dans ces orientations, il y a en tout cas
en plus des droits fondamentaux individuels qui ont été rappelés dans le célèbre message de Noël 42 par le pape Pie XII, que tout le monde a en tête, il y a cette conviction qu'il n'y a pas de société si les espaces à la fois personnels et collectifs que sont la famille, l'association, l'entreprise ne fonctionnent pas sur le mode de la liberté, il ne peut pas y avoir d'organisation sociale. La société doit à la fois protéger l'individu contre la toute-puissance de l'État et en même temps donner suffisamment d'actions à caractère collectif pour que chacun y exprime ses talents personnels et dans le cadre du service pour le bien commun. L'équilibre des deux, c'est une organisation sociale qu'il faut viser. Et ce qui est mis à mal le plus dans la société contemporaine, c'est certainement la liberté des entreprises, la liberté des familles et la liberté des associations. J'ajoute un quatrième élément à cette doctrine sociale de l'Église que le pape Jean XXIII et le pape Paul VI n'avaient pas imaginé, pour des raisons d'ailleurs historiques, contingentes, mais réelles, c'est la notion de territoire. L'organisation ancienne du territoire, j'allais dire national, n'était pas encore national, il était royal à l'époque, la féodalité correspond parfaitement à ce découpage territorial avec, au niveau qui va bien, des pouvoirs de décision qui correspondent au périmètre dont il s'agit. On redécouvre ça aujourd'hui par le biais de la notion de territoire qui émerge petit à petit. Il faut voir dans les groupements de communes, par exemple, un mouvement de cette nature qui essaye de considérer que la commune, qui est une vision un peu atomisée là aussi de l'organisation territoriale, doit se regrouper avec ses voisines pour faire en sorte que le bien commun local puisse être accompli dans de meilleures conditions. Donc on retrouve un échelon collectif qu'on avait un peu perdu de vue depuis quelques décennies ou quelques siècles. Et au fond, famille, entreprise, association, territoire, si ces quatre éléments-là, ces quatre lieux à la fois personnels et collectifs d'action, n'ont pas les libertés dont ils doivent disposer pour agir dans le bien, dans le sens du bien commun, il ne peut pas y avoir des sociétés qui soient en bonne santé. Accomplir ça au Parlement, de même que comme élu local, ça fait partie des choses qu'il est possible de réaliser dans le monde moderne, quel que soit par ailleurs le caractère parfaitement critiquable des institutions. Puis dernier point, je termine brièvement. Au risque de vous surprendre, même le Parlement peut prendre de bonnes lois. Je vous assure que c'est vrai. Je vais prendre deux exemples. La loi sur la décentralisation. Alors il y a beaucoup de personnes dans cette salle qui n'étaient pas nées au moment où c'est ce que dit l'ascension d'Aznavour, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. La loi par laquelle on a confié aux conseils municipaux le soin de décider du sort des communes. Auparavant, c'était les préfets qui étaient les patrons des communes. Et le maire n'était là que pour garantir des situations d'état civil, etc. Mais tout le reste était... Je force un peu le trait, mais c'est vrai. Le fait d'avoir donné du pouvoir aux instances communes et départements à l'époque, il n'y avait que celle-là, va dans le sens, très clairement, d'une meilleure subsidiarité dans l'organisation et dans l'administration des politiques publiques. C'était une bonne loi. Une loi de gauche, d'accord, mais c'était une bonne loi. Elle n'était pas parfaite comme toutes les lois, j'entends bien, mais le mouvement qui a été imprimé, il y a peut-être quelques élus dans cette salle, le mouvement qui a été imprimé à l'époque était un bon mouvement. Il faut la corriger, il faut la compléter, tout ça est d'accord. Mais deuxième bonne loi, toutes les lois pénales ne sont pas non plus à jeter. Je me souviens d'avoir été content de voter. Je prends ces deux exemples-là pour être tout à fait concret. En juillet 2012, une des premières lois que nous avons votées, c'est une loi pour renforcer les interdictions portant sur le harcèlement dans le code pénal. C'était une bonne loi. Elle n'est pas parfaite non plus, s'il faut l'écrire. Ok, mais voilà. Ne perdons pas de vue que il n'y a pas que la résistance qui soit... La résistance n'est pas la seule posture qui soit offerte aux élus actuellement. Il y a aussi un concours à apporter à des choses qui relèvent d'un bien objectif pour le corps social, et même si on peut critiquer dans le principe l'institution, la manière, je suis intarissable sur les défauts de la démocratie, donc vous me réinviterez l'an prochain pour un exposé, ça j'en ai alors dès qu'il automne. En attendant, il reste du bien à faire, c'est ça que je vous dis. Même si on n'est pas d'accord avec l'orientation de la société, même si on n'est pas d'accord avec la pensée dominante, c'est mon cas, même si on ne se retrouve pas dans un certain nombre de choses qui nous sont proposées à débattre, et bien qui, je passe en particulier en ce moment, davantage de temps à dire non que oui, il n'en reste pas moins qu'il y a nécessairement du bien à faire quelque part. Et il faut absolument trouver quel bien et l'accomplir au mieux. Résister, c'est aussi accepter l'idée qu'il y a du bien à faire là où on est. Merci beaucoup.
2 minutes, vous voulez réagir et conclure, Charles Robin. Je vais être très bref. Alors, à un niveau un peu pragmatique, puisque moi j'aime bien me définir comme un idéaliste pragmatique, c'est-à-dire essayer de s'inspirer de grandes idées, mais les incarner. Parce que je pense que l'incarnation, c'est-à-dire le passage dans une chair, et je dis ça de manière parfaitement laïque, c'est quelque chose d'indispensable. Alors, les moyens de résister, je pense que ça consiste avant toute chose prioritairement à lutter contre le phénomène principal de l'évolution de nos sociétés, qui est l'atomisation intégrale, la dislocation de tous les liens. Et d'ailleurs, on pourrait dire que ceux qui nous servent de dirigeants ont un petit peu anticipé la manœuvre avec les derniers événements, puisqu'ils ont réussi à créer un effet général de communion autour des drames que vous avez eu l'occasion de suivre. D'ailleurs, à grand renfort de concepts libéraux, notamment le concept de liberté d'expression. Très intéressant d'ailleurs de constater que cracher sur le pape ou le prophète Mohamed, c'est la liberté d'expression, mais cracher sur le prophète Charlie, c'est garde à vue et coupure des allocs. La liberté pour les ennemis de la liberté. Pour rebondir sur le propos de monsieur le député, quand on parle de politique, moi j'aime bien parler du politique plutôt que de la politique. La politique, c'est pas un domaine que je maîtrise. Mais le politique, je sais que ça vient de police, on parlait de Marion Sigaud, qui signifie la cité. Et c'est-à-dire, la cité, qu'est-ce que c'est? C'est le collectif. Le collectif dans lequel participent précisément les individus. Et je pense que c'est également, chacun à notre niveau, par exemple, ce genre d'initiatives, des initiatives populaires, des initiatives collectives, la rencontre entre des personnes qui peuvent venir d'horizons différents, mais qui tous ont identifié un même problème et qui essayent d'apporter des propositions de réponse de manière dialectique, c'est-à-dire sans éviter la confrontation, sans éviter le débat, sans éviter le dialogue, mais c'est simplement par ce moyen-là qu'on pourra parvenir à une convergence et à une synthèse réelle. Donc je pense que ce qu'on est en train de faire participe de ces moyens de résistance concrets qui sont à notre disposition. Je fais partie de ceux personnellement, mais je n'en fais pas prosélytisme, je ne crois plus dans l'action politique de grande envergure. D'ailleurs, bon, si le temps nous avait permis d'aller un peu plus loin, j'aurais voulu poser la question à monsieur le député, et cela dit sans aucune malveillance, hein, bien sûr, et sans vous inclure là-dedans, puisque vous êtes là. La question que j'aurais posée, c'est: la politique professionnelle est-elle compatible avec la recherche de la vérité? Je pense que ça pourrait faire le thème d'un colloque à part entière. Enfin, en tout cas, pour finir là-dessus, certains le savent peut-être, je suis personnellement issu de l'extrême gauche. Si on m'avait dit il y a 10 ans que je donnerais une table ronde à Carrefour Royal, je pense que je me serais exilé. Et je suis là, j'en suis très fier, et je salue d'ailleurs l'invitation. Et je pense que c'est en multipliant ce genre de démarche qu'on pourra y arriver, à la seule condition de ne pas nous-mêmes nous laisser prendre au piège du libéralisme, à savoir le repli sur soi. Quand je parle du repli sur soi, je veux dire le renfermement, l'isolement de chacun dans son quant à soi, puisque après tout, lorsqu'on est sûr de ses positions, on ne doit pas avoir peur de les confronter. Donc, allons-y.